Donc, avant de commencer, je vais juste rappeler pour les dispositions sanitaires, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre masque si vous êtes à l'intérieur. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonsoir à toutes et tous. On est extrêmement contents de vous accueillir ici pour ce meeting de rentrée de l'université d'été 2023 de Révolution Permanente. On est extrêmement heureux, mais aussi extrêmement fiers, parce que pour ces 5 jours de débat, de formation et d'échange sur la stratégie révolutionnaire et le marxisme, on réunit 750 personnes tout au long du séjour. Donc pour nous, c'est particulièrement important d'être arrivé à faire ça, parce que cette université d'été, elle arrive après 2 années d'existence de Révolution Permanente en tant qu'organisation indépendante, mais aussi parce qu'on sort d'une année très mouvementée sur le terrain de la lutte des classes. On est fiers de pouvoir compter parmi nous énormément d'intervenants qui ont animé des discussions de qualité, des participants de toutes les luttes, que ce soit les grévistes de Châtillon, de la raffinerie de Normandie ou encore Mariama du collectif des sans-papiers 75. Depuis des années, un combat exemplaire pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, mais on accueille aussi aujourd'hui des ouvriers, des travailleurs de beaucoup de secteurs, de l'aéronautique, des transports, du travail social, de la santé, des enseignants, des avocats, mais aussi des étudiants et des lycéens de toute la France. On est aussi très fiers de pouvoir compter parmi nous des délégations internationales de 8 pays différents. Vous le savez, Révolution Permanente, ça fait partie de la fraction trotskiste 4e internationale, et on accorde une attention particulière à l'internationalisme dans le processus de construction de notre organisation. Et c'est pour ça qu'on aimerait commencer ce meeting par une salutation vidéo de notre camarade argentine Miriam Bregman. Dans un pays comme l'Argentine, qui a subi des décennies de politiques de fragmentation ouvrière et où les élections présidentielles qui sont en train de se dérouler en ce moment même, elles expriment un phénomène profondément réactionnaire comme celui de Javier Milei, qui est celui en tête des élections présidentielles. C'est une fierté pour nous que nos camarades de la coalition d'extrême gauche du FITU et nos camarades de notre organisation sœur en Argentine, le PTS, ils soient la seule liste qui s'oppose à l'austérité et à l'oppression infligée à l'Argentine via sa dette externe. Et c'est une fierté pour nous de recevoir les salutations de Miriam Bregman, qui est la candidate au présidentiel du FITU. Compañeros y compañeras, les envío este mensaje como un saludo revolucionario de toda la militancia del PTS a la Universidad de Verano de Revolución Permanente. Estamos convencidos que los debates y reflexiones que tendrán servirán para la batalla que ustedes vienen dando para construir una organización revolucionaria en un país imperialista tan importante para la clase trabajadora y para la izquierda internacional como es Francia, y en un continente atravesado por la guerra de Ucrania. Desde aquí, seguimos de cerca cada batalla que ustedes dieron en la lucha contra la reforma de las jubilaciones de Macron, que fue uno de los puntos más altos de la lucha de clases a nivel internacional durante este año. Tuvimos el honor de contar con la presencia del compañero Clément, que fue uno de los oradores del acto del 1 de mayo con miles de compañeros y compañeras en la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. Él nos transmitió algunas de las lecciones de esa lucha, en particular la pelea que ustedes dieron por organizar la Red por la Huelga General, como polo de coordinación y autoorganización que peleaba por unir desde abajo, para la lucha consecuente por tirar abajo la reforma, contra la política de presión controlada de las direcciones sindicales que le permitieron sobrevivir a Macron. En esa Plaza de Mayo también pudimos gritar juntos nuestra posición internacionalista frente a la guerra en Ucrania, ni Putin ni la OTAN. Ustedes también batallaron por algo que ocurre en todos los países,
Los sindicatos le dan la espalda a los sectores más explotados y oprimidos de la propia clase trabajadora y de la juventud, así como a los pueblos oprimidos por el propio imperialismo francés en sus zonas de influencia. Esa juventud que en Francia estalló en una revuelta contra la policía ante el asesinato del joven Nael, de familia argentina. Todos los que integramos la fracción trotskista por la Cuarta Internacional vibramos con cada batalla y cada paso que da Revolución Permanente en Francia, como parte de una lucha común por refundar una internacional de la Revolución Socialista, la Cuarta Internacional. Aquí, en Argentina, estamos pagando el precio de esa política de conciliación con la gran patronal y con el FMI de las direcciones sindicales y de las organizaciones sociales que sostienen al gobierno peronista, que a su vez fortalecen las divisiones en la propia clase obrera. Como ustedes sabrán, en las recientes elecciones primarias salió primera fuerza una corriente de extrema derecha liderada por Javier Milei, que canalizó la rabia y el hartazgo de amplios sectores con los que vienen gobernando, con quienes vienen gobernando el país en el último periodo. El desastroso gobierno peronista en el poder que postula el actual ministro de Economía Sergio Massa y con la anterior gestión de la derecha clásica que postula hoy a la representante de la derecha dura, Patricia Bullrich. Nosotros tuvimos que enfrentar a estas fuerzas a la vez que disputamos con una candidatura de izquierda populista dentro de la propia coalición peronista. Algo inédito, que fue pensado por el propio kirchnerismo para evitar que sea nuestro frente de izquierda quien capitalice el descontento, ya que somos una fuerza nacional con un bloque en el Congreso de 4 diputados nacionales y con fuerte presencia en la escena política como nunca antes hubo en la historia de nuestro país. Junto con esto, tuvimos una disputa interna dentro del propio frente de izquierda, con una lista armada por el Partido Obrero y el MST para desafiar la preponderancia del PTS, que llevó adelante ataques de todo tipo, públicamente. En esa interna salimos claramente ganadores, con un 70% de los votos del Frente de Izquierda contra el 30% que obtuvo la otra lista, con votaciones muy altas que obtuvimos en Jujuy, en Chubut, en el Gran Buenos Aires, donde ganamos en todas las barriadas obreras, y en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, de cara a las elecciones generales de octubre, quedamos solo 5 fuerzas, 5 listas, y la fórmula que encabezo junto con Nicolás del Caño será la única de la izquierda. No será una batalla fácil, ya que la emergencia de Milei ha polarizado la escena política, alentando la idea de votar un mal menor contra la extrema derecha, algo que ustedes ya conocen en Francia y saben cómo termina. Pero a su vez, este terremoto político ha sacudido a la clase trabajadora y a la juventud. Por esto, estos 2 meses de apasionante lucha política que nos quedan, la daremos con el norte de preparar la lucha de clases que vendrá triunfe quien triunfe, ya que el plan del Fondo Monetario Internacional implica más hambre, más saqueos de nuestros bienes comunes naturales, más precarización laboral. Ya son miles de compañeros y compañeras que vienen dando esa batalla con nosotros. Y el terremoto político que vimos alienta a muchos miles a organizarse para prepararse para lo que viene. Esperamos poder compartir las conclusiones de la Escuela de Verano de Revolución Permanente y que ustedes puedan seguir nuestras batallas, así como las de todas las organizaciones hermanas de la fracción trotskista. Les deseamos muchos éxitos y le mandamos un abrazo fraternal.
passer la parole à la première intervenante, je voulais juste dire un mot pour tous vous inviter à signer la pétition des syndiqués de la CGT Blanchisserie du CHU de Bordeaux qui sont menacés d'expulsion de leur local par la direction contre la répression syndicale. Donc je vous invite à signer très largement, à la faire tourner autour de vous. Vous pouvez la trouver en bio vous pouvez trouver le lien en bio de l'Instagram de Révolution Permanente Bordeaux. Et maintenant, je vais laisser la parole à Elsa, qui est militante à Révolution Permanente et qui est une avocate qui a participé à la fondation du collectif d'action judiciaire. Le collectif d'action judiciaire, c'est un collectif qui réunit des avocats et des juristes qui font le choix de mettre leurs compétences au service de la lutte des classes, au service des travailleurs réprimés, au service des jeunes révoltés. Pardon. Donc je disais, le collectif d'action judiciaire, donc c'est un collectif d'avocats et de juristes qui mettent leurs compétences au service de la lutte des classes, au service des jeunes des quartiers populaires qui se sont révoltés récemment et au service de toutes celles et ceux qui subissent en permanence les offensives de la justice française. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreuses à cette deuxième université d'été de Révolution Permanente ici dans les Alpes. Et je dois dire que je suis très heureuse d'avoir l'honneur d'ouvrir ce meeting de rentrée devant une salle aussi pleine et à l'image des mois de combat qu'on a traversés au cours de l'année précédente, où en réalité de juillet à septembre, ou plutôt de septembre à juillet, on n'a pas arrêté de se battre. Et effectivement, je voudrais commencer par ça, puisqu'il me semble qu'il y a des moments où l'histoire s'accélère, et quand on regarde l'année qu'on vient de traverser, il me semble qu'on peut prendre la mesure de l'intensité de ce à quoi on a été confronté. Un concentré de lutte des classes, de crise politique et de radicalisation autoritaire sur fond de déclin accéléré de l'impérialisme français. Je ne sais pas si vous en rappelez, parce que ça paraît presque une éternité maintenant, mais ce sont les raffineurs de Total et Exxon qui, dès le mois d'octobre et après près de 2 ans de pandémie, ont ouvert le feu avec une grève nationale et reconductible. Cette grève, non seulement elle a porté des revendications salariales offensives, mais elle a surtout rappelé que la classe ouvrière, en quelques semaines, elle était capable de bloquer l'économie et de provoquer des pénuries partout dans le pays. À ce moment-là, on a tous été très fiers de ces travailleurs, et on est encore très fiers de pouvoir en compter certains parmi nous aujourd'hui, qui, conscients de leur force, ont ravivé le spectre d'une grève qui paralyse réellement la production, qui montre qui fait tourner la société, ce genre de grève qui terrorise les classes dominantes. Cette mobilisation, elle a d'abord inscrit dans le paysage la nécessité d'une grève généralisée des salaires pour l'indexation des salaires sur l'inflation, pour des augmentations pour tous et pour que les travailleurs arrêtent de payer la crise alors que les profits explosent. Et surtout, ce mouvement, c'était l'avant-goût de l'immense mobilisation nationale qui allait ébranler Macron pendant 5 mois, la bataille des retraites. Un mouvement ultra massif, avec des mobilisations inédites dans des villes où la colère s'était plus exprimée dans les rues depuis des décennies. Dunkerque, Foix, Morlaix, Angoulême, Auch, Saint-Omer et évidemment j'en oublie. Un mouvement qui a rassemblé côte à côte les travailleuses du nettoyage de Honnête, dont encore une fois, on est très heureux de pouvoir compter parmi nous Oumou, qui a été en grève effectivement pendant ce mouvement et à bien d'autres occasions. Les travailleuses du nettoyage de Honnête, donc, mais aussi les secteurs stratégiques de la classe ouvrière, des travailleurs du privé jusqu'à des cadres de grandes entreprises comme la SNCF. Dans des petites villes où on a voulu nous faire croire que l'extrême droite canalisait l'entièreté de la colère, c'est le mouvement ouvrier dans toute sa diversité qui est descendu dans la rue. Ce mouvement, il a été d'emblée politique, en lutte contre l'exploitation capitaliste, contre les conditions de travail misérables et pour le droit à ne pas donner 2 ans de vie de plus à un patron. C'était la contestation de toute l'injustice d'une vie perdue à la gagner. Ça, Laurent Berger, il l'a compris, il a perçu le danger et très vite il a affirmé « Je ne suis pas là pour faire tomber le gouvernement ». Mais après le 49-3, on a été nombreux à prendre les rues toutes les nuits en scandant Macron démission.
On a vu les travailleurs de ces nombreux cortèges syndicaux à Metz ou au Havre déborder des parcours bien tranquilles tracés par l'intersyndicale, des syndicalistes CFDT brûler des marionnettes de Macron ou encore des éboueurs remplir les rues de Paris de déchets. Nous, on a montré que face à l'intransigeance d'un régime aux abois, on était prêt à lutter jusqu'au bout. Mais malgré ces énormes potentialités, on n'a pas fait reculer Macron. Nombreux étaient les prophètes de la défaite qui aujourd'hui rejettent la faute sur la combativité des travailleurs. Mais il leur faut combien de millions de personnes dans la rue ? Combien de journées de grève, combien de raffineries arrêtées et combien de nuits de manifestations ? Pour nous, la question, elle est ailleurs. La victoire, c'est un problème de stratégie. Les dirigeants de l'intersyndicale, ils nous ont tous expliqué qu'ils ne pouvaient pas mobiliser les précaires, alors que c'est eux qui ont toujours refusé d'élargir les revendications pour intégrer les préoccupations des plus exploités, inflation, salaire et conditions de travail. Mais leur crainte à eux, précisément, c'était celle du déferlement de toute notre classe au même endroit, au même moment. C'était de perdre le contrôle et qu'on commence à revendiquer bien plus que la retraite à 64 ans. Et d'ailleurs, à peine quelques semaines plus tard, ce sont les quartiers populaires qui explosaient de colère face à l'oppression policière, au racisme d'État après le meurtre de Naël. Parce qu'en France, la police, elle tue en toute impunité, elle assassine d'une balle dans la tête des jeunes de 17 ans. Et ce sont ces mêmes jeunes qui ont pris la rue avec un courage incroyable face à une répression inédite. 45 000 policiers déployés, la BRI, le RAID, le GIGN mobilisés dans tout le pays pendant 4 nuits pour écraser la colère. Des nuits au cours desquelles ils ont à nouveau tué et mutilé. Et je voudrais qu'on rende hommage ici non seulement à Naël, mais aussi à Mohamed, à Eddy, à tous les autres, et qu'on exige justice et vérité pour toutes les victimes de violences policières. Mais la répression, elle est aussi judiciaire. Et le bilan, il est impressionnant. 1278 jugements, 95% de condamnations, plus de 600 incarcérations. Dans les tribunaux, j'ai vu des juges et des procureurs qui humilient des jeunes adultes à la chaîne, qui les enferment pendant des mois pour une canette de Red Bull ou un paquet de gruyère et qui n'hésitent pas à briser des familles. Maintenant, c'est la préfecture qui les expulse de leur logement pour marquer au fer rouge celles et ceux qui ont choisi de relever la tête. Et c'est parce que cette révolte est politique, que cette révolte est légitime, qu'on l'a soutenue tout de suite, inconditionnellement, et qu'aujourd'hui on réclame haut et fort l'amnistie et la libération de tous les révoltés. Mais je voudrais insister sur une chose. Cette violence qui s'était aussi exercée dans les manifestations contre la réforme des retraites, c'est celle d'un régime qui a peur de tout perdre. Que les jeunes des quartiers populaires et les millions de manifestants qui ont pris la rue ces derniers mois se battent ensemble autour d'un objectif commun, en finir avec l'oppression policière, l'autorité du régime, la misère et l'exploitation au travail. L'agressivité de l'État français, elle est à la hauteur de la crise qui affecte des piliers entiers de sa domination en France, mais également dans le reste du monde. Si Macron est aussi déterminé à se battre, c'est parce que ça craque de partout. De Nanterre à Niamey, qu'on scande Macron démission, justice pour Naël ou France dégage, c'est la même colère contre un régime pourrissant qui s'exprime. En France, en Afrique, après le Mali et le Burkina Faso, on a vu cet été le rejet profond de la politique impérialiste de la France au Niger. Un pays riche en uranium, mais qui fait partie des plus pauvres de la planète après des décennies de pillage par les multinationales françaises comme Orano. En tant qu'internationaliste, on le dit et on le redit, ici, il n'y a aucun patriote. On ne répondra jamais aux appels à l'unité nationale dans lesquels convergent toutes les forces politiques institutionnelles. Et notre boussole, elle est claire. Troupes françaises hors d'Afrique, à bas la France-Afrique, à bas l'impérialisme français. Du franc CFA à la présence militaire française, on comprend toutes les raisons de la colère.
Mais on veut dire à nos frères et sœurs de classe au Niger que ce n'est pas entre les mains d'une junte militaire qui défend ses propres intérêts qu'il sera possible de se libérer du joug néocolonial. En Afrique de l'Ouest, comme en Ukraine, où c'est l'OTAN qui prend en otage le combat pour la libération du peuple ukrainien après l'agression russe, l'autodétermination ne pourra être conquise que par les travailleurs et les masses dans une lutte en indépendance des différents secteurs du régime. Les grandes puissances impérialistes, elles ne se contentent pas de semer la misère et la guerre. Elles traquent toutes celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur pays. La bourgeoisie, elle met l'innovation au service d'inventions toujours plus barbares. La dernière en date aux États-Unis, ce sont des scies fixés sur des bouées pour s'assurer de trancher les corps des migrants qui meurent déjà en essayant de franchir les frontières et les mers. En France, les innovations, elles sont légales, avec la loi immigration et son titre de séjour métier en tension pour soumettre toujours plus les travailleurs immigrés à l'arbitraire patronal. Face à ces abominations, la seule revendication cohérente, c'est d'exiger maintenant et tout de suite la fermeture de tous les centres de rétention et l'abolition de la police de Frontex, mais surtout, la régularisation de tous les sans-papiers, l'ouverture des frontières, la liberté totale de circulation et d'installation. Et ça, on va devoir s'y affronter dès la rentrée. Parce que la rentrée, elle va être marquée par ces attaques xénophobes, mais aussi par de nouvelles attaques antisociales. L'inflation bat encore des records. 100 € pour un plein d'essence, 5 millions de personnes qui ne peuvent pas se chauffer et 14% de la population qui saute un repas par jour. Malgré tout ça, il y a 2 jours, Macron a annoncé que les Français devraient se préparer aux coupes budgétaires. Et pour ça, ils ont un plan, c'est d'augmenter le prix des médicaments, c'est-à-dire pénaliser les malades les plus pauvres. Le mot d'ordre, il est donc clair. C'est austérité pour tous, alors qu'il y a quelques mois, l'État votait un budget de 413 milliards d'euros pour l'armée sur 7 ans et qu'ils augmentent encore le budget de la police. C'est précisément parce qu'ils craignent de raviver les braises d'un mouvement encore chaud et une nouvelle explosion de colère qu'ils se préparent, anticipent et augmentent leur force de répression pour s'affronter aux classes populaires. Et c'est parce que ce régime ne peut pas tenir sans sa police et que sa police le sait qu'elle lui réclame toujours plus de privilèges. L'extension des dispositifs répressifs qui s'enchaînent depuis 2016 ne lui suffit plus. Elle veut inscrire dans la loi le permis de tuer dont elle dispose déjà dans la vie. Face à ce type de mouvement ultra-réactionnaire, où des policiers appellent à éradiquer des nuisibles, on ne s'en sortira pas en appelant à l'état de droit ou en invoquant l'utopie d'une police républicaine. Le problème de la police, ce ne sont pas des individus isolés, le manque de moyens. C'est celui d'une institution structurellement raciste, pensée pour réprimer la lutte des classes et ses secteurs les plus opprimés, qui du régime de Vichy au 17 octobre 61, en passant par Malik Oussekine ou par Adama Traoré, a toujours été du côté de la défense des intérêts de la classe dominante. Pour arrêter toute cette machine de guerre et mettre un terme au projet de Macron, les forces sociales sont là. Ces dernières années, il y a eu des défaites, mais surtout une énergie exceptionnelle qui chaque fois se libère à nouveau. Mais alors pourquoi on ne gagne pas ? C'est que le régime, il tient grâce à sa police radicalisée, mais pas que. Il tient aussi sur les forces institutionnelles, politiques et syndicales qui mènent chaque mouvement dans le mur. On ne fera jamais reculer Macron avec des grèves sectorielles et des journées de 24 heures, pas plus qu'avec une hypothétique alliance électorale dans 4 ans. Ce dont on a besoin, c'est de se préparer maintenant à des conflits durs, éruptifs, imprévisibles, à des grèves sauvages et à des révoltes urbaines. Mais il faut que l'énergie des masses s'organise pour que ces grands combats ne finissent pas réprimés, isolés, canalisés. L'une des tâches que l'on se donne à Révolution Permanente, c'est d'unifier l'ensemble de ces secteurs, conscients de leur force et capables de passer à l'offensive. Plus que ça, on pense que le mouvement ouvrier doit lutter, pas seulement pour des augmentations de salaire, mais contre l'offensive autoritaire, contre le régime pourrissant de la Ve République et que la classe ouvrière, comme sujet politique à part entière, mette sa force et ses méthodes de lutte au service de la construction d'une autre société. Et c'est parce que depuis 7 ans, les travailleurs et les classes populaires en France n'ont cessé de se battre
et d'affronter la contre-révolution néolibérale avec une intensité inédite que la construction d'une extrême gauche révolutionnaire à la hauteur est plus que jamais d'actualité. Et pour finir cette intervention, je tenais à dédier ce meeting à un militant révolutionnaire emprisonné maintenant depuis 1986, condamné sous Mitterrand, maintenu en détention par tous ceux qui lui ont succédé, un militant pour la libération de la Palestine enfermé dans les geôles de l'État français depuis 38 ans, à qui on reproche aujourd'hui de n'avoir jamais renié ses convictions. Ce militant, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Et s'il refuse de le libérer depuis 1999, c'est pour effacer toute trace d'une génération militante et donner un avertissement aux nouvelles. C'est ça leur état de droit, celui qui détient le prisonnier politique le plus ancien d'Europe. Ce sont ces méthodes de torture blanche, d'isolement, de silence contraint, de pression au reniement qu'on refuse de laisser passer. Et pour Georges Ibrahim Abdallah, pour tous les militants aujourd'hui incarcérés et pour tous ceux qui le seront demain, libération de tous les prisonniers politiques. Avant de passer la parole au prochain intervenant, je voulais dire quelques mots parce que j'en parlais déjà tout à l'heure, mais pour nous, la construction d'un parti révolutionnaire, elle se fait à échelle internationale. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on traverse une époque de crise économique et écologique et de guerre dont l'issue, elle se trouvera certainement pas sur un terrain strictement national. Nous, on pense que l'issue, elle viendra du terrain de la lutte des classes, et c'est pour ça que c'est particulièrement important pour nous de non seulement prêter de l'attention à ce qui se passe dans le monde, mais de chercher à apporter des réponses et une alternative à échelle mondiale. D'autant plus que la vague de lutte des classes qu'on vit actuellement en France, elle s'inscrit dans une vague de lutte des classes à l'international dont les dernières expressions cette année, ça a été par exemple la révolte en Iran, la vague de grève en Europe, comme au Royaume-Uni, en Allemagne, en Grèce, au Portugal ou encore en Espagne, mais aussi la révolte ouvrière impressionnante des travailleurs chinois de l'usine de Foxconn qui a marqué le retour de la classe ouvrière et de ses méthodes en Chine. C'est la raison pour laquelle on aimerait saluer la présence et appeler sur scène l'ensemble des délégations internationales qui sont là aujourd'hui. On appelle sur scène les camarades d'Allemagne, les camarades d'Italie, de l'État espagnol, d'Argentine, du Chili. Aujourd'hui, on a sur scène des camarades d'Allemagne, d'Italie, de l'État espagnol, d'Argentine, du Chili, du Mexique, des États-Unis. Et on aimerait faire une mention particulière. Une mention particulière justement aux camarades de Suisse qui sont venus nous rencontrer pour la deuxième fois. Et on aimerait aussi faire une mention particulière aux camarades de Corée du Sud qui ont aussi fait pour la deuxième fois. Qui ont aussi fait pour la deuxième fois un très long voyage pour participer à notre université d'été.
Gracias. Gracias a todos. Merci. Dankeschön. Gracias. Thank you everybody. Attends. Juste avant du coup de passer à la prochaine intervention, comme je disais, l'internationalisme est particulièrement important pour nous, d'autant plus dans un pays impérialiste comme la France qui a une longue tradition colonialiste. Et c'est en ce sens-là qu'on aimerait envoyer toute notre solidarité au peuple nigérien qui, après le coup d'État, fait aujourd'hui face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO poussée par la France. Il n'y a aucune confiance à placer dans la junte militaire, mais l'issue elle viendra certainement pas d'un conflit sanglant dans la région, mais bien d'une voie indépendante entre les mains des travailleurs et des classes populaires d'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, du coup, je vais laisser la parole à Salvador, qui est un camarade espagnol et membre du CRT, l'organisation sœur de Révolution Permanente dans l'État espagnol. Es un orgullo compartir estas intensas jornadas de debate, pero es sobre todo un orgullo ser parte de una misma corriente internacional que pelea en cada país porque los próximos combates de la juventud y la clase trabajadora abran el camino a la victoria. Camarades, c'est une fierté de partager ces intenses journées de débat et de fraternité, de camaraderie avec vous, mais c'est surtout une grande fierté de faire partie du même courant international qui lutte tous les jours pour que les prochains combats de la classe ouvrière et de la jeunesse ouvrent le chemin vers des victoires. La victoria, como decía León Trotsky, es una tarea estratégica, es una tarea que no cae del cielo, que hay que preparar conscientemente, y el internacionalismo es una pieza fundamental de esta preparación. Nuestra lucha no parte de cero. Nosotros tomamos las lecciones de 200 años de historia del movimiento obrero, de nuestras victorias y de nuestras derrotas, y también tomamos las lecciones de todas las luchas que se den donde se den en cualquier lugar del mundo. La victoire, comme disait Léon Trotsky, c'est une tâche stratégique. Et c'est pas une tâche qui tombe du ciel, mais on doit la préparer consciemment. Et l'internationalisme, c'est une partie fondamentale de cette préparation. Notre lutte, elle ne part pas de zéro aujourd'hui. On prend toutes les leçons et les apprentissages de plus de 200 ans d'histoire du mouvement ouvrier, de nos luttes et de nos défaites. Et on prend aussi, comme toutes les luttes, de les exploiter de où qu'elles viennent. Por eso, nosotros seguimos con atención luchas como la que habéis dado esta primavera aquí en Francia contra la reforma jubilatoria de Macron. Seguimos con atención luchas como la resistencia al golpe en Perú, como la rebelión en Jujuy, como la rebelión o la revuelta en Chile en 2019 o como la lucha de la juventud trabajadora en Estados Unidos. Sigo. Y lo seguimos porque sus lecciones son también lecciones contemporáneas para actualizar una estrategia por el triunfo de la revolución socialista en el siglo XXI. Y por eso, vuestro ejemplo, el ejemplo de vuestra lucha y de vuestra participación en el movimiento de esta primavera, tuvo también y fue también un gran aporte internacionalista. Et c'est pour ça qu'on suit avec attention tous les processus de la lutte des classes qui se sont développés ici dans le dernier printemps en France, mais aussi les luttes comme la rébellion au Chili, la lutte en fait des jeunes contre le coup d'État au Pérou, mais aussi la lutte en fait en Jujuy en Argentine et toute la lutte de la jeunesse travailleuse aux États-Unis. Et toutes ces luttes, on les suit parce que toutes les leçons et les apports de ces nouvelles formes de lutter du XXIe siècle, c'est pour actualiser aussi une nouvelle stratégie de la révolution socialiste au XXIe siècle. Et l'exemple de la bataille pour l'auto-organisation que vous avez menée dans la réforme des retraites, ça a été un grand apport internationaliste dans ce sens. Vuestra pelea por el desarrollo de asambleas, coordinadoras, organismos que unificaran a la vanguardia como los comités y la red por la huelga general. Vuestra pelea por un programa que tomara el conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora y de todos los sectores populares y oprimidos. Vuestra lucha contra el rol de contención de la burocracia sindical y de la izquierda reformista. Vuestro programa y vuestra pelea contra la podrida Quinta República imperialista francesa son una gran fuente de aprendizajes y todo un ejemplo que nos sirve para demostrar que es posible
pelear por una izquierda revolucionaria que se fusione con los mejores elementos, con los elementos más avanzados de nuestra clase cuando sale a luchar. Que ante el abandono total de la estrategia de corrientes como el NPA de Poutou, hay una alternativa que se propone refundar la mejor tradición del marxismo revolucionario para prepararse y pelear por la victoria. Votre bataille pour le développement d'assemblées, de coordination et d'organismes qui unifient l'avant-garde, la bataille pour les comités d'action pour la grève générale, la bataille que vous avez menée pour un programme qui prenne en charge l'ensemble des revendications de la classe ouvrière et des secteurs populaires, la bataille que vous avez menée contre le rôle de contention des directions syndicales et contre le rôle de contention de la gauche réformiste, votre lutte pour un programme contre cette 5e République totalement pourrie du gouvernement impérialiste de Macron, c'est un puits énorme d'apprentissage et une preuve qui nous sert à montrer dans d'autres pays que c'est possible de construire une gauche révolutionnaire qui fusionne avec les secteurs les plus avancés de notre classe. Que face à l'abandon total de la stratégie révolutionnaire par des courants comme le NPA de Poutou, il y a une alternative qui se propose de refonder la meilleure tradition du marxisme révolutionnaire et qui se prépare à lutter pour la victoire. Hemos dado batallas similares en otros países, como por ejemplo en Chile en 2019, y esto es así porque nuestras peleas son comunes, porque nosotros somos una comunidad de revolucionarios que internacionalmente colaboramos fraternalmente para intentar aportar lo mejor posible a nuestra clase para luchar por la victoria y para avanzar en la construcción de organizaciones revolucionarias en todos los países para luchar por esta perspectiva. Et on a donné des batailles similaires au Chili pendant la révolte en 2019. Et toutes ces batailles, ce sont des batailles communes parce que nous sommes une communauté de révolutionnaires qui collaboreront avec camaraderie pour pouvoir donner toutes les batailles de la meilleure manière, pour pouvoir apporter le maximum à notre classe et lutter pour la victoire et avancer dans la construction d'organisations révolutionnaires dans tous les pays et de lutter pour cette perspective dans tous les pays. La lucha por el socialismo es ante todo una lucha internacional. Y lo es porque nuestro enemigo, el capitalismo, está internacionalizado. Ahora bien, es una internacionalización que se ha hecho perpetrando una carrera de expolio, de guerras, de destrucción, y por eso nuestro internacionalismo, como decía Elsa, es parte también de nuestra lucha implacable contra el imperialismo, de nuestra lucha aquí en Europa contra la Unión Europea que asesina a miles de migrantes en sus fronteras, contra las tendencias a mayores enfrentamientos y a guerras como las que se muestran con la reaccionaria guerra, con la invasión rusa en Ucrania, con la escalada imperialista de la OTAN o con la amenaza de nuevas intervenciones del imperialismo francés en África Occidental. Et la lutte pour le socialisme, c'est une lutte internationale. Nous luttons contre un ennemi qui est internationalisé. Et bien que cette internationalisation, elle est faite à la base d'expoliation, de guerre et de destruction, nous, comme l'a dit Elsa, notre internationalisme, c'est avant tout une lutte implacable contre l'impérialisme, contre l'Union européenne et ses États qui assassinent des milliers de migrants dans toutes les frontières, contre les tendances à des affrontements plus importants guerriers, comme le montre la guerre en Ukraine, contre l'escalade impérialiste de l'OTAN et contre la menace récente d'intervention de l'impérialisme français en Afrique occidentale. Contra nuestros propios gobiernos imperialistas, sus planes de rearme, sus intervenciones militares, nosotros luchamos por una salida independiente de cualquier bloque capitalista, por la unidad de la clase obrera y de los pueblos a nivel internacional para luchar contra sus estados y el imperialismo, que es la única salida realista contra el horizonte de guerras y destrucción al que nos llevan los Macron, los Sánchez, los Biden, los Putin o los Xi Jinping. Contre nos propres gouvernements impérialistes, leurs plans de réarmement et d'intervention militaire, nous on lutte pour une sortie indépendante et totalement de quelconque bloc capitaliste. La seule solution, c'est l'unité internationale de la classe ouvrière, de tous les peuples contre leur État et contre leur impérialisme. C'est la seule solution face à l'horizon de guerre et de destruction auquel nous mènent les Macron, les Sanchez, les Poutine, les Biden ou les Xi Jinping. Si algo nos enseñó el siglo XX es que el socialismo será internacional o no será. Que la lucha por la extensión de la revolución a nivel internacional es una condición para poder poner todas las capacidades creativas de la clase trabajadora al servicio de la humanidad, para poder construir otras relaciones entre los pueblos de cooperación y no de competencia destructiva, y para poder restablecer un reequilibrio con el ambiente y frenar la destrucción del planeta. Pero también el siglo XX nos enseñó que el internacionalismo es la condición para luchar por un socialismo desde abajo, para combatir toda burocratización conservadora que reproduzca monstruosidades como el estalinismo y para que las trabajadoras y los trabajadores seamos los que tomemos en nuestras propias manos nuestras vidas y la lucha por nuestro futuro.
Et enfin, notre internationalisme. Une des leçons stratégiques de l'internationalisme au XXe siècle, c'est que le socialisme, il sera international ou il ne sera pas. Parce que la lutte pour l'extension de la révolution, c'est une partie fondamentale de la lutte pour avoir pour mettre toutes les capacités productives au service de l'humanité, pour construire des relations qui soient fraternelles entre les différents peuples et qui ne soient pas de la concurrence, et pour rééquilibrer et pour une politique internationale qui lutte contre la destruction de la planète. Mais aussi, une des leçons que l'on doit tirer du XXe siècle, c'est que l'internationalisme, c'est une condition pour lutter pour un socialisme par le bas, contre toute forme de bureaucratisation conservatrice qui reproduit des monstruosités comme le stalinisme, pour que ce soit nous, les travailleuses et les travailleurs, qui prenons dans notre main notre futur, le contrôle de nos vies. Una de las peleas comunes que estamos dando en diversos países es que estamos enfrentando los engaños, el desencanto, la desmoralización que promueve la izquierda reformista y las burocracias sindicales, y que están abriéndoles la puerta a fenómenos aberrantes de la derecha y de la extrema derecha. Lo acabamos de escuchar con el saludo de la compañera Miriam Bregman. En Argentina estamos mostrando cómo se puede enfrentar a la derecha de Milei a la vez que se desenmascara a la centroizquierda que le ha abierto el camino y se enfrenta su ajuste. Y lo hemos visto también en Chile, combatiendo la constituyente amañada y enfrentando al gobierno de Boric, que ha asumido gran parte de la agenda represiva y extractivista de la derecha. Une des batailles communes que l'on mène dans de nombreux pays, c'est la lutte contre les fausses promesses, la démoralisation et que promeut la gauche réformiste et qui ouvre la porte à des phénomènes aberrants de droite et d'extrême droite. La camarade Myriam Bregman, elle vient de l'expliquer dans son intervention. En Argentine, on est en train de montrer comment est-ce qu'on va lutter contre la droite de Milei, tout en montrant le vrai visage de ce centre-gauche qui a non seulement ouvert le chemin à la droite, mais y compris laissé passer les politiques de précarité. Nous, on l'a vu aussi au Chili, en combattant la constituante totalement bidon et en affrontant le gouvernement de Boric qui aujourd'hui applique une grande partie de l'agenda de la droite extractiviste et répressif. Y aquí cerca, al otro lado de los Pirineos, lo estamos viendo con la bancarrota de Podemos. A día de hoy no sabemos si volverá a haber gobierno de coalición con el Partido Socialista o iremos a elecciones en enero. Pero lo que sí es un hecho es que Podemos en estos años ha sido una pieza clave para ayudar a recomponer el régimen heredero del franquismo que cuestionó la juventud indignada en 2011 y posteriormente el movimiento catalán y que ellos han venido a intentar restaurar. Et pas loin d'ici, de l'autre côté des Pyrénées, nous on est en train de voir l'échec total de Podemos. Aujourd'hui, on ne sait pas encore s'il y aura un nouveau gouvernement de coalition avec le Parti Socialiste ou s'il y aura des nouvelles élections en janvier. Mais ce qui est clair, c'est que le rôle de Podemos dans ces dernières années a été clé pour accompagner la recomposition d'un régime politique que la jeunesse indignée de 2011 où le mouvement démocratique catalan avait mis totalement en crise. Para los Melenchón que quieren formar o quieren fundar un Podemos a la francesa, o para el NPA de Putú que reivindica el rol de sus compañeros en el Estado español ayudando a fundarlo, hay que recordarles que el PSOE de Podemos y del Partido Socialista ha mantenido el legado de las contrarreformas neoliberales de los gobiernos del PP y del PSOE, ha mantenido la represión contra la protesta social y el independentismo, ha mantenido las masacres de inmigrantes en la frontera, ha aprobado los mayores presupuestos militares de la historia del imperialismo español, ha permitido la mayor caída en décadas del salario real mientras los beneficios de la banca y de las grandes empresas se multiplicaban, y acaba de pactar con Bruselas un nuevo ajuste de 20.000 millones y una nueva contrarreforma de pensiones para los próximos años. Et pour tous les Mélenchons qui aujourd'hui saluent et qui demandent en fait un Podemos à la française, ou aujourd'hui le NPA de Poutou qui revendique le rôle de ses camarades qui ont aidé à construire Podemos dans l'État espagnol, il faut rappeler qu'est-ce qu'a réellement fait le gouvernement de Podemos et du PSOE. Ils ont maintenu toutes les contre-réformes et les plans d'ajustement des gouvernements de la droite et de la droite et du régime. Ils ont maintenu la répression contre la protestation sociale et l'indépendantisme catalan. Ils ont maintenu les massacres d'immigrants à la frontière et ils ont approuvé l'ensemble des investissements militaires de l'impérialisme espagnol. Et Podemos et la coalition avec le PSOE a permis dans ces années de gouvernement la plus grosse chute du salaire réel depuis des années, pendant que les grandes entreprises et les banques font des profits
record. Et aujourd'hui, ils viennent de voter une nouvelle réforme fiscale avec Bruxelles qui va enlever plus de 20 000 millions d'euros et une réforme de la retraite une contre-réforme de la retraite pour les 2 prochaines années. Son esas políticas de la derecha las que abren el camino a la derecha. Y son los llamamientos al mal menor o apoyar ese reformismo para frenarla, consiguen justamente lo contrario. Porque el mayor aporte del reformismo a estas democracias para ricos es conseguir una pasivización de la mano de las burocracias sindicales y de las burocracias de los movimientos sociales. Es decir, su mayor aporte es desarmarnos. Es esa política de desmovilización, esa apología de conformarnos con el que nos ataca un poquito menos, es lo que lleva a que el descontento lo pueda capitalizar y expresar la derecha y se preparen ajustes todavía peores. Et toutes ces politiques de la droite, elles ouvrent le chemin à une droite encore plus dure. Et tous ces appels au moindre mal, à apporter en fait un soutien au réformisme pour le freiner, justement, elles font tout le contraire. Puisque le principal apport du réformisme aux démocraties des riches, c'est de continuer une énorme pacivisation, de continuer aussi une pacivisation de laquelle sont complices les directions syndicales et les directions des mouvements sociaux. En gros, le principal apport de Podemos et des réformistes, c'est de nous désarmer. Leur politique de démobilisation et le fait de devoir se conformer à celui qui nous attaquerait un petit peu moins que les autres, en réalité, ça mène à un mécontentement sur lequel peut capitaliser la droite pour essayer d'appliquer un agenda encore plus répressif et précarisant de réforme. Por eso desde la CRT estamos diciendo no nos conformamos con el ajuste y los ataques de los progresistas. No nos conformamos con seguir soportando un régimen monárquico cada vez más represivo que nos sigue oprimiendo y que sigue expoliando a los pueblos hermanos de África, de Asia o de América Latina. C'est pour ça que depuis la CRT, on dit non. Nous, on ne veut pas se conformer aux réformes précarisantes et aux attaques des progressistes. Non, nous, on ne veut pas se conformer à continuer de soutenir un régime monarchique à chaque fois plus répressif et qui continue à opprimer et expolier avec ses multinationales nos frères en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Por eso peleamos. Por eso peleamos por una izquierda que se plante, que pelee, que exija a las burocracias sindicales que hay que enfrentar las políticas antiobreras, vengan de los gobiernos de la derecha o vengan de los gobiernos de la falsa izquierda, que no brinde ningún apoyo político a los socialliberales, que combata nuestro propio imperialismo, que se proponga construir una izquierda revolucionaria de la clase trabajadora que pelee por un programa para hacer pagar la crisis a los capitalistas y para terminar con regímenes podridos como el régimen del 78 español o como la Quinta República francesa aquí y que luche por imponer gobiernos de los y las trabajadores. Et c'est pour ça qu'on lutte pour une gauche révolutionnaire qui exige et qui lutte pour que les bureaucraties syndicales elles fassent un plan de bataille pour affronter toutes les politiques anti-ouvrières, qu'elles viennent de la droite ou de la fausse gauche. Nous, on veut aucun apport politique à la droite, on veut combattre inlassablement notre propre impérialisme et on veut construire une gauche révolutionnaire de la classe ouvrière qui bataille pour un programme pour faire payer la crise aux capitalistes, pour terminer avec des régimes pourris comme le régime hérité de la dictature franquiste en Espagne ou celui de la Ve République ici et qui lutte pour imposer des gouvernements des travailleuses et des travailleurs. Esta, compañeros y compañeras, es la lucha que estamos dando en el Estado español, en Alemania, en Chile, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en más de 15 países. Y reitero, es un orgullo ser parte de esta misma corriente internacional que lucha en cada país por la construcción de partidos revolucionarios y por la reconstrucción de un partido de la revolución mundial, por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. ¡Viva el internacionalismo y viva la Cuarta Internacional! Et cette lutte que l'on donne dans l'État espagnol, en Allemagne, au Chili, en Argentine, mais aussi aux États-Unis, dans plus de 15 pays, je répète, c'est une grande fierté de faire partie de ce même courant international qui lutte dans chaque pays pour la construction de partis révolutionnaires et pour la reconstruction d'un parti de la révolution mondiale, la 4e internationale. Vive l'internationalisme, vive la 4e internationale. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sacha Yaropolskaya, qui est militante à Du Pain et des Roses et qui vient de mener une grande campagne en solidarité avec les personnes trans en Russie.
Je vais commencer par dire que le mouvement des retraites, ça a été quelque chose d'inédit pour la communauté LGBT. À toutes les dates de mobilisation, à Paris et dans d'autres villes, on a vu les fameux Pink Blocs, des cortèges LGBT avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de paillettes, qui battaient le pavé non seulement contre la réforme des retraites, mais aussi pour leurs droits en tant que personnes LGBT. On a vu une caisse de grève créée spécialement pour les travailleurs LGBT, qui travaillent souvent dans les secteurs précaires, qui a récolté plus de 50 000 €. Et ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça raconte aussi quelque chose. Là où avant, dans les bars LGBT, on voyait des bocaux pour essayer des tips aux serveurs, les derniers mois de la mobilisation des retraites, ces bocaux servaient surtout à aider à faire grève. Mais on sort du mouvement de retraite et tous ces jeunes qui se sont mobilisés pendant tout l'hiver et tout le printemps, qui sont allés sur les piquets de grève pour rencontrer les éboueurs et qui, pour certains, sont même allés avec le réseau pour la grève générale et à DLNL en Normandie pour soutenir les raffineurs face aux réquisitions, tous ces jeunes LGBT, aujourd'hui, se retrouvent face à une victoire de Macron. Ils se retrouvent face à un climat où on a des violences de l'extrême droite qui s'expriment de façon de plus en plus forte. L'extrême droite met le feu à des centres LGBT, elle lance des bouteilles remplies d'acide, elle menace de mort les performances de drag queens, etc. Et face à ces attaques, on a certains militants féministes et LGBTI qui réclament plus de fermeté dans la réponse de l'État face à l'extrême droite. Et on a Darmanin, on a Elisabeth Borne qui promettent une réponse de former la police pour qu'elle lutte mieux contre ces violences de l'extrême droite. Mais moi, je ne pense pas que la police est là pour défendre les LGBT et les femmes. Regardez ce qu'ils ont fait cette semaine à la Baudrière, qui est un squat à Montreuil. Il y a seulement 3 jours, ce mardi, plus de 100 policiers, dont la Bravem, la BAC, la BRI, une brigade de cordistes, un groupe de sécurité privée, un camion de pompiers avec une nacelle et 3 drones. Toute cette armée a été mobilisée pour expulser des femmes et des personnes LGBT précaires que le squat hébergeait depuis 2021 et pour mettre en garde à vue 44 personnes dont le seul crime est de vouloir avoir un logement et un espace d'auto-organisation. Dans tout le pays, la police est en train d'expulser les lieux qui sont les derniers refuges pour les précaires suite à la loi anti-squat qui a été votée par la Macronie et par la droite. Ils expulsent pour pouvoir ériger des appartements luxueux, pour pouvoir gentrifier à la place. Mais ce n'est pas les seules attaques de la police qui ont lieu contre la communauté LGBT. Après une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les flics ont harcelé le bar queer Bonjour Madame, qui est juste à côté de la place de la Nation où c'est fini la mobilisation ce jour-là. Ils ont noyé la terrasse du bar dans du gaz lacrymogène et ils ont mené des arrestations. Et il n'y a plus rien d'extraordinaire dans ces attaques. Regardez comment les flics délogent les occupations des facs. Regardez comment les flics gazent les places, nassées avec des petits enfants dedans. Regardez comment les flics tuent par dizaines de jeunes hommes racisés dans les quartiers populaires. Regardez comment les flics agressent sexuellement les femmes dans les commissariats. Ce n'est pas quelque chose que Darmanin va corriger en formant mieux les policiers. Les policiers peuvent apprendre à demander les pronoms, mais ils vont continuer à tuer pour les refus d'obtempérer. En fait, la police, elle est très bien formée pour son travail et elle fait exactement ce que veulent d'elle Macron, Borne et Darmanin. Car le travail de la police, c'est défendre la propriété privée. Le travail de la police, c'est d'expulser massivement les squats. Le travail de la police, c'est opprimer les jeunes des quartiers populaires. Le travail de la police, c'est mutiler les manifestants. Le travail de la police, c'est faire des patrouilles côte à côte avec l'extrême droite. La police n'a pas à nous défendre face à l'extrême droite. La police est composée majoritairement de l'extrême droite. Mais ces violences dont je parle, que ce soit de l'extrême droite non institutionnelle ou ces violences d'État contre les femmes et les personnes LGBT, elles ne sont pas limitées à seulement la France. En Russie, le gouvernement de Poutine a fait passer une nouvelle loi cet été qui a complètement bouleversé la vie des centaines de milliers de personnes trans russes.
Les chirurgies du changement du sexe, interdites. L'hormonothérapie, interdite. Le changement d'état civil, interdit. L'adoption d'enfants, interdite. Le mariage, interdit. Cette loi arrive alors que l'automne dernier, le gouvernement russe a déjà adopté une loi contre la propagande LGBT qui a interdit toute mention des personnes LGBT dans les médias, dans les films, dans les livres et sur l'Internet. En parallèle, le gouvernement de Poutine commence à attaquer le droit à l'avortement et à la contraception. C'est une volonté explicite de l'État russe de contrôler les corps des femmes et des personnes LGBT. Aux États-Unis, la même matrice des attaques conjointes contre les droits reproductifs et les droits trans est utilisée actuellement par les partis républicains qui est en train de mener une offensive historique contre le droit à l'avortement qui est déjà révoqué au niveau fédéral par la Cour suprême et interdit totalement dans 15 États sous le contrôle républicain et partiellement dans plus de la moitié du pays. La question trans, quant à elle, semble être un des sujets centraux des élections présidentielles de 2024 avec l'entièreté des candidats républicains déterminés à mener une guerre aux personnes trans, ne pas se contenter d'avoir interdit la transition pour les personnes trans mineures de la moitié du pays, mais de l'interdire partout, dans tous les États, au niveau fédéral. La droite et l'extrême droite sont en train de progresser très sérieusement dans beaucoup de pays européens, voire prendre le pouvoir dans certains d'entre eux, soit seuls, soit en coalition. L'extrême droite fait partie de la coalition au gouvernement en Finlande, elle est au pouvoir en Italie, elle a des sièges au Parlement en Grèce, elle a progressé aux dernières élections municipales et régionales en Espagne, elle est forte en Suède, l'extrême droite c'est un des partis les plus populaires en Allemagne, et il est évident qu'une fois au pouvoir, toutes ces droites et toutes ces extrêmes droites suivront l'exemple de la Pologne, de la Hongrie et maintenant de la Russie, des États-Unis, du Royaume-Uni et vont tenter de mener une guerre législative aux femmes, aux personnes trans et aux personnes LGBT. Cette montée de l'extrême droite, elle n'arrive pas de nulle part. C'est les conséquences de la crise politique, sociale et économique qui frappe actuellement la planète. Entre la dévastation climatique, la guerre en Ukraine, l'augmentation des budgets militaires des pays de l'OTAN, croissance des tensions entre l'OTAN et la Chine, mais aussi l'intensification des luttes de classe, on n'est plus à l'ère de la stabilité néolibérale que dans les années 90, les politologues libéraux ont proclamé d'une façon très optimiste comme la fin de l'histoire. On vit une crise très importante et dans ce contexte de crise, l'extrême droite prospère et cherche comme toujours à reporter la colère de la population sur un bouc émissaire. Il fabrique un ennemi de l'intérieur, qu'il s'agisse de populations immigrées, des homosexuels ou de personnes trans, et il lance un combat pour les éradiquer. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens de la communauté LGBT et féministes qui peuvent décrire et documenter ces offensives de l'extrême droite, mais ensuite ne savent rien proposer concrètement sur quelle réponse il faut qu'on porte à ces attaques, à part des solutions qui ont déjà montré 1000 fois leur impasse. Qu'est-ce que faire concrètement? Voter pour le moindre mal, pour Chirac, pour Hollande, pour Macron face à Le Pen, peut-être même pour Darmanin face à Bardella? Cette stratégie embrassée par des millions de personnes à gauche depuis 23 ans n'a rien fait pour faire reculer définitivement l'extrême droite qui a aujourd'hui 89 députés au Parlement. Et comment est-ce qu'on pourrait compter sur le gouvernement de Macron pour freiner l'avancée de l'extrême droite quand il lui emprunte sa rhétorique raciste et LGBTphobe sur le wokisme ou encore sur la décivilisation? Quand le ministre de l'Intérieur Darmanin reproche à Le Pen ou à Mélanie d'être trop molle, ou quand il cherche à passer une loi immigration qui n'a rien à envier au programme du RN. L'idée que la seule chose qu'on peut faire face à l'extrême droite, c'est de poser un bulletin dans les urnes, c'est ça qui produit une espèce de démoralisation très forte qui existe dans la communauté LGBT, dans le mouvement féministe et dans la jeunesse, la même démoralisation qu'elle a vécue après avoir suivi l'intersyndicale dans le mouvement des retraites. Je pense que vous avez déjà entendu des discours sur la montée inexorable du fascisme, sur le fait qu'il est trop tard, surtout avec la catastrophe climatique qui va tous nous tuer de toute façon, qu'il faut profiter de toutes les dernières années de liberté, partir se cacher à la campagne, faire pousser les courgettes, émigrer, etc. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de s'affranchir définitivement de toutes ces prophéties permanentes autorisatrices de la défaite. Aux États-Unis, où la situation est infiniment plus dégradée qu'en France, les jeunes trans face au rouleau compresseur du Parti républicain ne désespèrent pas
et n'attendent pas, en tout cas pas toutes, que le gouvernement de Biden vienne gentiment les défendre. On a vu aux États-Unis des lycéens trans inciter leurs camarades de classe à faire grève de cours pour qu'ensuite ils sortent par des écoles entières, des centaines de jeunes qui ont moins de 18 ans pour protester contre les lois homophobes et transphobes, notamment à Floride où le gouvernement de DeSantis a fait passer une loi Don't Say Gay. Les jeunes trans se trouvent aujourd'hui aux États-Unis en première ligne de mobilisation de Black Lives Matter contre les violences policières. Et enfin, les jeunes trans aux États-Unis se syndiquent, luttent pour l'augmentation de leur salaire et dénoncent le pinkwashing des compagnies comme Starbucks qui refusent, malgré ces campagnes pinkwashing, promo, arc-en-ciel, de rembourser les soins de transition à ces travailleurs trans. Aujourd'hui, aux États-Unis, les militants trans sont à l'avant-garde des efforts de syndicalisation du mouvement ouvrier. Et c'est des militantes comme elles, parmi d'autres, qui font en sorte que les grèves qui mettent l'économie à l'arrêt portent non seulement des revendications économiques, mais aussi des revendications politiques en défense des personnes opprimées. Donc oui, on peut s'inspirer des militantes trans aux États-Unis et tenter de faire de même en France, en lançant à partir de l'automne une grande campagne en défense des droits trans et des droits reproductifs qui aurait des comités de mobilisation dans toutes les grandes et petites villes de France, sur les campus de toutes les facs principales et même sur le lieu de travail, surtout dans les secteurs féminisés du monde du travail, comme le secteur tertiaire, l'hôtellerie, le nettoyage, la grande distribution, la santé et l'éducation. Les femmes aujourd'hui constituent plus de la moitié de la classe ouvrière à l'échelle mondiale et il n'y a aucune raison que leurs revendications qui portent sur leurs droits ne soient pas au centre de leurs revendications qui sont défendues au cours de grèves. Mais cette campagne en défense du droit à l'IVG, du droit reproductif, plus largement des droits trans, on ne compte pas la mener seule et on appelle toutes les organisations politiques et syndicales à s'y joindre. Dans ce combat, on aura besoin de toutes les forces. Il nous faut en fait, à partir de cet automne, impulser un mouvement féministe et LGBT de masse qui est radical et qui rompt avec le réformisme, qui rompt avec les illusions institutionnelles et qui revient à ses racines révolutionnaires, à celle des révoltes antipolicières de Stonewall, à celle du mouvement LGBT pro-ouvrier qu'on a connu en France après 68. Les attaques contre les droits trans et le droit à l'IVG, comme j'ai dit, sont menées de façon conjointe à l'échelle internationale. Donc, il va falloir qu'on y réponde de façon conjointe et il va falloir qu'on y réponde non seulement en France, et je le dis spécifiquement pour toutes les personnes qui sont venues du pays étranger, mais qu'on mette cette campagne en défense du droit à l'IVG et des droits trans aussi à l'échelle internationale. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup de jeunes ont peur aujourd'hui de l'extrême droite parce que l'extrême droite, elle est organisée, elle est bien financée, elle est armée. Mais je voudrais insister que l'État, il est 100 fois plus. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà d'impulser un mouvement à partir de cette rentrée, il faut qu'on construise une organisation révolutionnaire de masse qui fera trembler tous ces réactionnaires, tous ces fachos, tous ces guignols qu'on voit dans la rue et à la télévision, mais aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat et même à la présidence de la République.
Et maintenant, je passe la parole à Ariana Nemoyanis, qui est militante au collectif de jeunesse Le Point Levé et qui s'est notamment battue cette année contre la réforme des retraites, aux côtés de milliers d'autres jeunes et étudiants et aux côtés des travailleurs en grève. Ouais, moi je voulais commencer cette intervention en disant que je suis extrêmement impressionnée du nombre de jeunes qui a choisi de venir jusque dans les Alpes pour préparer cette rentrée en s'armant théoriquement et stratégiquement, parce qu'après l'année qu'on vient de vivre, je pense que c'est le signal fort d'une nouvelle génération qui est en train de se forger dans la chaleur de la lutte des classes et qui petit à petit commence à faire le choix de s'organiser pour construire un autre monde. Cette perspective, elle devient de plus en plus vitale à mesure que les années passent et qu'on atteint les limites absolues d'un monde qui est rythmé par la quête de profit du patronat. Cet été, se sont combinés les pires phénomènes climatiques jamais enregistrés par les scientifiques. C'est pas possible d'en faire un état des lieux exhaustif, mais je voulais pas commencer cette intervention sans rendre hommage aux personnes mortes dans les incendies en Grèce, en Algérie, à Hawaï, sans avoir une pensée pour ces familles qui ont perdu leur maison dans les inondations en Nouvelle-Zélande et en Italie, ni ces populations qui, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, vont subir les conséquences dévastatrices de la sécheresse. C'est pas vrai que l'urgence climatique, elle impacte tout le monde de la même manière. En réalité, on est en train de se diriger vers une guerre de classe et tout le monde va devoir choisir son camp. De son côté, la bourgeoisie, elle est en train de se préparer. Elle commence à construire des quartiers ultra sécurisés. Elle commence à renforcer ses frontières pour refouler les migrants qui fuient la catastrophe. Elle commence à entraîner des polices spéciales pour protéger la mainmise des multinationales sur les dernières ressources existantes. Et cette préparation de la bourgeoisie, on la voit aussi quand l'État français il utilise des armes de guerre contre les manifestants à Sainte-Soline, quand il tente de dissoudre les soulèvements de la terre et quand il s'appuie sur des dispositifs antiterroristes pour interpeller les militants écolos. Et c'est pour ça que depuis l'Université d'été de Révolution Permanente, ça nous tenait à cœur d'envoyer toute notre solidarité à Serge, mais aussi à tous les militants écolos qui sont dans le viseur de la répression. Et nous, au Point Levé, face à cette barbarie, on pense qu'il y a urgence à défendre une écologie anticapitaliste, mais aussi profondément anti-impérialiste et internationaliste. Il y a urgence à rompre avec le modèle de production basé sur la quête de profit de quelques-uns, et il faut se battre pour un modèle dirigé par celles et ceux qui font tourner la société, c'est-à-dire les travailleurs. Quand le patronat, il nous asperge de greenwashing pour masquer sa politique antisociale, nous, on veut construire aux côtés des travailleurs les bases d'un autre type de système, où les travailleurs ils produisent selon les besoins de la majorité, où l'utilisation des ressources elle est rationalisée et où l'opulence de quelques-uns fait place à l'abondance pour toutes et tous. Mais pour sauver la planète, on pense qu'il y a aussi urgence à rompre avec cette gauche réformiste qui, elle, n'a jamais rompu avec la nostalgie de l'Empire français. Contrairement à la France insoumise, qui revendique la présence française sur les 5 continents, qui s'émeut quand le peuple malien il s'attaque à l'ambassade de France, et qui est fier de la francophonie en Algérie. Nous, on pense qu'être écolo aujourd'hui, c'est combattre la France-Afrique, c'est être pour l'ouverture des frontières et c'est revendiquer le départ des multinationales de toutes les anciennes colonies, à commencer par Total, qui ferme les raffineries ici pour mieux exploiter les terres en Ouganda. Et je vais en profiter pour saluer la présence de camarades raffineurs dans la salle et à l'université d'été. Ils sont venus du Havre, de Lyon, de Grand-Puy, et c'est une richesse immense que d'avoir des travailleurs à nos côtés, au cœur de la production pétrolière, pour s'organiser avec nous face à cet ennemi commun qu'est le grand patronat. Et cette année, Elsa l'a dit, ils ont fait la démonstration de leur immense force de frappe. Et nous, on a été sur les piquets de grève pour les soutenir face aux réquisitions à Total Normandie, face à la police sur les centres de tri des déchets en région parisienne, à Châtillon, aux côtés de Clément et de ses collègues, parce que c'était l'occasion pour nous de construire un mouvement qui soit capable, non pas d'arracher uniquement le retrait de la réforme, mais aussi la retraite à 60 ans, les augmentations de salaire, l'abrogation de la loi immigration et aussi la fin de la sélection et la fin de la précarité. Mais plus profondément que ça, si avec le Point Levé, on dit qu'on est la jeunesse qui veut aider les travailleurs à bloquer le pays, c'est parce qu'on est profondément convaincus que c'est à leur côté qu'on pourra repasser à l'offensive et apporter des réponses structurelles aux grands problèmes de l'humanité. Et pour ça,
aller sur les piquets, c'est bien, mais ça suffira pas. Et nous aussi, on a un grand rôle à jouer en propre et on l'a montré ces derniers mois. Pendant la réforme des retraites, face au coup de force d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, on a déferlé dans les rues, partout dans le pays, et on a refusé de rentrer chez nous malgré les sommations de la police. Et alors que l'intersyndicale, elle refusait de faire de ce mouvement un mouvement politique, nous, dans nos AG, on a commencé à parler démocratie, violence policière et même parfois révolution. Mais là où s'est peut-être le plus exprimé l'explosivité de la jeunesse, c'est quand les jeunes de 13, 14, 15 ans sont sortis dans les rues pour exiger justice et vérité pour Naël et pour toutes les victimes de violences policières. Ils ont profondément terrorisé le gouvernement, pas uniquement pour leur témérité sans faille, mais aussi et surtout parce qu'ils représentaient ces jeunes humiliés au quotidien par la police, méprisés à l'école, condamnés au chômage, asphyxiés par l'inflation et qui désormais est en train de se lever pour se venger d'années de violence et pour exiger le droit à une vie digne. Et à chaque occasion, face à chaque attaque, on a démontré une fois de plus que la jeunesse, elle peut être un point de bascule vers la radicalisation face au pouvoir. Et que nous, tout simplement, pour notre génération, on n'a plus rien à perdre. Et c'est pour ça que le pouvoir, il a essayé à tout prix de nous apeurer en nous entassant dans les geôles des commissariats, en cherchant à broyer ces jeunes de quartiers populaires avec leurs machines judiciaires. Mais en réalité, ce qu'ils ont contribué à faire, c'est d'unifier et de radicaliser une toute nouvelle génération de jeunes qui, de Nanterre à Paris, de Marseille à Saint-Denis, est convaincue que oui, tout le monde déteste la police. Mais face à la barbarie et un pouvoir qui se radicalise, notre génération, elle n'a pas le luxe d'attendre. Aux universités d'été des jeunes insoumis, le mot d'ordre, il tient en 4 mots. Faites voter la jeunesse. Nous, au Point Levé, on pense qu'on ne peut pas se permettre de patienter encore 4 ans pour mettre un bulletin dans l'urne et espérer que la gauche, elle nous aide à mieux vivre sous le capitalisme. Pour nous, le rôle de la jeunesse, ça n'a jamais été, et ça sera jamais celui, d'être la matière première d'une machine électorale qui a pour référence ces gauches qui, en Grèce, dans l'État espagnol et au Chili, nous ont démontré à chaque fois que le réformisme, ça n'était rien d'autre qu'une utopie qui nous condamne à la trahison, au désespoir et à la démobilisation. Et nous, au contraire, au Point Levé, on veut mettre notre énergie à déployer jusqu'au bout toutes les potentialités qui sont exprimées cette année pour que dans les mois qui viennent, on puisse se hisser à la hauteur de cette jeunesse qui, au Chili, a fait face au régime hérité de la dictature de Pinochet, pour qu'on soit à la hauteur de cette jeunesse qui, aux États-Unis, est en train de se syndiquer par milliers pour devenir le pire cauchemar des multinationales, et pour qu'on soit à la hauteur de cette jeunesse qui, en Palestine, s'en prend quotidiennement avec courage et honneur à l'occupant israélien. Ça commence maintenant. C'est dès la rentrée qu'on va devoir s'affronter à une bourgeoisie déterminée à nous faire payer la crise énergétique, déterminée à en finir avec l'université publique et gratuite, déterminée à faire de nous une main-d'œuvre encore plus précaire et docile au service du patronat. Alors dès la rentrée, il va falloir qu'on arrache des conditions de travail et de vie dignes pour tous les jeunes. Et ça commence par exiger l'abrogation de Parcoursup, un titre de séjour pour tous les étrangers, la fin des contrats courts et précaires, mais aussi un revenu étudiant financé par le patronat et les grandes fortunes pour que plus personne n'ait à travailler pour financer ses études. Mais pour imposer tout ça, on va devoir s'organiser, préparer consciemment la suite en militant au quotidien pour éviter de tomber éternellement dans les mêmes pièges qui nous sont tendus par la bourgeoisie. Moi, je suis fière qu'en 5 ans, le Point Levé se soit imposé dans les facs et les lycées comme un collectif de combat pour tous les jeunes qui aspirent à changer ce monde. Je suis fière qu'on soit la première organisation au Mirail à Paris 8. Je suis fière qu'on ait créé cette année des sections à Rennes, à Chambéry, à Metz, à Strasbourg, à Rouen, à Brest, et que nos camarades lycéens, ils sont en train de se confronter à cette vieille bureaucratie syndicale pour faire naître le Point Levé dans les lycées. Mais cette année, il va falloir qu'on aille encore plus loin. Et à tous les camarades qui ne nous ont pas encore rejoints, je veux vous convaincre de mettre votre énergie
à construire une armée de jeunes qui, dans les facs, dans les lycées et sur les lieux de travail, a pour ambition de faire fusionner notre rage avec le meilleur de la stratégie marxiste révolutionnaire pour faire de la jeunesse un élément profondément perturbateur du routinisme des directions syndicales et qu'on soit capable, aux côtés du mouvement ouvrier, de se doter d'un plan de bataille qui, pour une bonne fois pour toutes, permette de faire plier la bourgeoisie et le gouvernement. Je veux vous inviter à construire à nos côtés une jeunesse communiste révolutionnaire dans la tradition de ces générations qui, avant nous, se sont engagées non pas parce qu'elles rêvaient d'une victoire électorale, mais parce qu'elles étaient convaincues que c'était possible de s'offrir un autre possible. Pas pour simplement gagner le droit précieux de recommencer, mais pour se donner les moyens de vivre des matins triomphants où la liberté de quelques-uns fait enfin place à la liberté de toutes et tous. Et à tous ces bourgeois qui nous ont fait croire que militer pour la révolution, c'était la promesse d'une vie aliénante au service d'un projet irréalisable. Je veux vous rassurer que du haut de mes 5 ans de militantisme, dans un monde fait de misère et de souffrance, militer, c'est la plus belle manière de donner du sens à sa vie, en faisant en sorte que celle de tous vaille la peine d'être vécue. Avant de donner la parole à Anas, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que j'aimerais qu'on adresse un fort salut chaleureux de l'ensemble des participants à l'université d'été à Jean-Philippe, qui est un camarade qui a subi une opération au mois de juillet et qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, et à Gaëtan, qui est ouvrier dans la sous-traitance aéronautique, qui est un militant CGT qui a construit un syndicat dans une usine où il n'y avait rien du tout, avec un patronat extrêmement dur et brutal, qui avait été à la tribune du meeting l'année dernière, mais qui ne peut pas être aujourd'hui parmi nous aujourd'hui parce qu'il a attrapé une version grave du Covid long. La deuxième chose, c'est que après le meeting, ne partez pas tout de suite parce qu'on vous propose de faire une grande photo en soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Et donc je laisse la parole à Anas Kazim pour la dernière intervention, qui est militant et porte-parole de Révolution Permanente et cheminot à Paris Nord. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est très difficile de passer après autant d'interventions de qualité, et il n'y a pas assez de choses qui se passent dans le pays encore pour pouvoir rajouter d'autres choses. Mais trêve de plaisanterie, les camarades, je voulais me joindre moi à mes camarades précédemment pour saluer l'ensemble des militantes et militants, de tous les camarades qui sont présentes et présents ici dans cette université d'été, vous dire à quel point c'est une émotion grande pour nous. Modestement, jamais on allait penser mettre 750 personnes dans cette université d'été. On était de mémoire 450 l'année dernière. Jamais on n'aurait pensé qu'en l'espace d'un an, on puisse mettre 300 personnes de plus. Et je voulais saluer particulièrement dans ces 750 personnes qui sont là tout le long de cette UDT, et dont aussi il y en a plusieurs qui vont arriver d'ici ce soir et également demain.
saluer particulièrement la jeunesse. Ici, le micro marche pas? Ou c'est moi qui parle fort? Pardon. Saluer la jeunesse ici présente massivement, en nombre, et dire qu'il n'y a aucune organisation révolutionnaire, il n'y a aucun processus révolutionnaire qui peut exister sans les forces vives de la jeunesse, et c'est une fierté immense de voir qu'il y a autant de jeunes dans cette université d'été qui sont en train de forger leur esprit à devenir les militantes et les militants marxistes révolutionnaires demain qui mettront la misère à tous les bourgeois, tous les patrons, partout où ils sont, en France et à l'international. Mais il n'y a pas que des jeunes dans cette salle. Il faut savoir que dans cette université d'été, même si bien sûr il y a une proportion de camarades étudiants, jeunes, lycéennes, lycéens et autres, plus importante dans l'université d'été, sachez qu'on est plus de 200 travailleuses, travailleurs de la santé, de la pétrochimie, des transports, du travail social, de l'éducation nationale, de la SNCF, de la RATP, de l'aéronautique, de l'aéroport de Roissy. Et c'est une fierté pour nous parce que cette université d'été, j'ai envie de dire que c'est d'une certaine manière un peu un embryon de ce que serait un véritable parti révolutionnaire qui compterait en son sein l'ensemble de la jeunesse mobilisée, déterminée, révolutionnaire et l'ensemble du prolétariat, des grands secteurs du mouvement ouvrier, mais également des secteurs plus précarisés du monde du travail, qui s'organisent, qui se réunissent, qui décident ensemble, qui réfléchissent ensemble, qui sont aux côtés de personnes LGBT, qui sont aux côtés de la jeunesse des quartiers populaires, de toutes celles et ceux qui vivent au quotidien l'exploitation et l'oppression et qui, le temps d'un instant, pendant ces 5 jours d'université d'été, sont en train de penser, réfléchir, débattre, discuter ensemble. Et pour nous, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un embryon aussi de ce que pourrait être un véritable parti révolutionnaire. Imaginez les camarades ce qu'on est capable de faire lorsqu'on est 750 dans une université d'été pendant 5 jours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on était des milliers de jeunes dans les différentes facs de France, si on était des dizaines de milliers d'ouvriers dans les différentes entreprises de France, si on était rassemblés dans la même organisation politique et que non pas uniquement pendant 4 jours ou 5 jours, on était amenés à réfléchir ensemble, mais durant toute l'année, durant toute notre vie, de mettre notre vie, notre réflexion, notre intelligence et nos positions au service de quelque chose qui nous dépasse, à savoir la révolution, à savoir en finir avec ce capitalisme de merde et cette vie de merde qu'essaie de nous proposer la bourgeoisie pour créer et construire un monde meilleur. Et nous, on le souhaite, un monde qui soit celui du communisme. Et les camarades, bon, moi j'ai rien préparé du tout, hein, donc ce qui est marrant, c'est que du coup, je peux m'adapter à tout ce qui a été dit auparavant. Moi, je vais pas vous rajouter des choses sur la situation politique parce que je pense que les camarades l'ont fait de belle manière. Moi, ça m'émeut énormément de voir Ariane, Elsa, ici présentes, qui ont pris le relais. Notamment dans les médias, vous avez vu à quel point elles ont charbonné durant la réforme des retraites, à quel point notamment Elsa a charbonné durant la révolte des quartiers populaires. C'est une fierté d'avoir des nouveaux visages, des nouveaux porte-parole de cette organisation politique. J'ai pas cité Sacha, parce que je me suis souvenu dans ma réflexion durant ce meeting, que Sacha, qui est ici présente, elle n'était pas militante de Révolution Permanente durant la dernière UDT. Et lorsque j'ai écouté le discours magistral, la force de conviction, cette rage révolutionnaire qu'elle a transmise dans son discours, je me dis, j'espère qu'à la fin de cette UDT, on va en avoir des centaines des Sacha qui vont venir et qui seront à la tribune l'année prochaine. C'est une fierté, une émotion immense de voir, et je pense que les camarades, vous le voyez, vous voyez autour de vous, je veux dire, on a ouvert les portes de Révolution Permanente.
vous voyez notre organisation, vous voyez ce qu'on dit, vous l'entendez, ce qu'on dit, vous le lisez, ce qu'on dit. Je veux dire par là, tout est devant vous. Vous pouvez nous interpeller à la cafétéria, à la fin des topos, dans les topos. La Révolution Permanente, vous êtes ouverts. C'est votre organisation et on veut que vous sortiez avec une conviction profonde. C'est celle de militer derrière avec nous. Et moi, je suis fier d'avoir une organisation qui compte des jeunes femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées, des travailleuses du nettoyage, des raffineurs, des agents de la SNCF. Mais je suis fier aussi, et je suis ému aussi, de voir le rôle que peut avoir Révolution Permanente modestement parfois, et notamment c'est Mariama qui, hier, elle m'a beaucoup ému. Elle m'a fait penser notamment à deux camarades, Oumou Gueye et Fernande Bagou, qui sont militantes aussi de Révolution Permanente, qui sont travailleuses du nettoyage, qui sont les figures de proue du film Honnête. Et ça m'a ému profondément, les camarades, qu'une personne sans papier qui galère dans sa vie depuis des années, des décennies, qui a vu ses frères, ses sœurs finir dans des centres de rétention, finir dans des avions, retourner chez eux, après des années de travail, après des années de répression. Ça m'émeut de voir qu'une camarade comme ça, après des décennies, on n'a rien à lui apprendre. C'est elle qui nous apprend énormément. Et qu'hier, elle dise à cette tribune que depuis qu'elle est avec Révolution Permanente, elle a appris énormément de choses. C'est une fierté, les camarades, immense. C'est une fierté d'être une organisation qui, même si Mariama n'est pas militante de Révolution Permanente, et peut-être demain elle nous rejoindra ou pas, mais c'est une fierté au moins d'être utile, de pouvoir permettre à des camarades, dans des moments de sincérité qu'on a croisés ensemble, de se dire on va se battre ensemble, et de retrouver que plusieurs semaines, plusieurs mois après le moment où on avait sollicité Mariama pour le réseau pour la grève générale, pour cette tribune, de voir à quel point elle est attachée à être à nos côtés et qu'elle répond systématiquement présente alors qu'elle a des soucis de santé et autres. Et c'est une fierté de voir qu'une camarade comme ça, qui pourrait se dire moi j'ai d'autres chats à fouetter, c'est pas mon pays ici, je souffre suffisamment, je suis suffisamment opprimé pour me mettre en avant, pour me battre, etc. Et c'est une fierté de voir qu'une camarade comme Mariama soit là, présente, forte, et qu'elle transmette systématiquement dans chacun de ses discours une volonté à toutes et à tous, c'est de se battre contre l'exploitation et contre toute forme d'oppression. Et c'est ce message-là qu'on a envie de vous transmettre, les camarades. Je veux que vous fassiez un maximum de bruit, s'il vous plaît, que vous leviez pour Mariama. Merci. Ouvrez les frontières et de l'air. Ouvrez les frontières de l'air. Et si j'évoque Mariama, c'est parce que je voulais dans cette intervention essayer de vous transmettre un message. J'ai pensé à Mariama notamment parce que cet été, j'étais au Maroc, j'étais à Marrakech. Il faut essayer de se reposer lorsqu'on peut, quand il y a des 5 mois de lutte, de la réforme des retraites, des révoltes de quartier, des grèves de syndicalistes, des grèves de raffineurs, des grèves de travailleurs des transports, de contrôleurs et autres. Et à Marrakech, il y a énormément de personnes qui fuient la misère. Je pense que tout cet été, vous avez vu les images terribles de ces migrants qui fuient les guerres, qui fuient la misère en Tunisie et qui sont rejetés par des gouvernements racistes, xénophobes, appuyés par l'Europe, par la France, qui soutient, qui finance le fait qu'on laisse crever des migrants dans le Sahara. Et moi, j'ai vu beaucoup de migrants dans les feux rouges de Marrakech. Et un jour, je vous raconte, c'est très rapide, mais il y avait un groupe de 5 migrants. Il y avait des Camerounais, des Ivoiriens, il y avait un Sénégalais. Et à un moment donné, j'essaie de leur donner un peu de monnaie de ce que j'ai. Et j'en profite pour discuter avec eux très rapidement. Et je leur demande, vous allez où après ?
Il y en a un, il me dit, oui, je vais essayer d'aller en Bulgarie. Il y en a un, il me dit, moi, je vais voir si je peux aller en Finlande. J'ai un cousin en Belgique. J'ai mon frère qui est en Allemagne. Et je me dis, c'est bizarre parce qu'on est tous en train de parler en français dans cette conversation. On m'a parlé de la Bulgarie, de la Finlande. Et j'ai dit, et pourquoi pas la France? Il m'a dit, ah frère, la France, c'est la merde. Il m'a dit, il n'y a rien pour nous en France. Et ça m'a ému sur deux choses. La première, c'est parce que je me dis, putain, la difficulté des gens qui sont sous un cagnard à 50 degrés en train d'essayer de récupérer quelques pièces. Certains m'ont même expliqué qu'ils sont arrivés quasiment jusqu'à la mer pour pouvoir partir et qu'on les a dépouillés de tout l'argent qu'ils avaient et qu'ils ont dû recommencer de A à Z. Certaines qui se sont fait violer. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même. Quand on parle de barbarie du capitalisme, les camarades, c'est ça la barbarie du capitalisme. De gens qui vivent dans un continent qui est plus riche que l'humanité tout entière, dans lequel il y a des diamants, du phosphate, du gaz, du pétrole, de l'or, de l'aluminium, il y a énormément de choses. Du bois, du cacao, énormément de denrées, et qui sont obligés de faire la manche dans des feux, et qui se font dépouiller, qui risquent de se faire violer, pour essayer de tenter d'avoir un avenir meilleur. Et ça m'a fait mal une deuxième fois, non pas en tant que, comme a dit Elsa, il n'y a pas de patriote ici. Je ne suis pas nationaliste ni rien. Mais ça m'a interloqué en tant que militant révolutionnaire. Parce que je me suis dit, comment ça se fait que nous, on permet que des camarades qui fuient la misère, ils considèrent que ce n'est même pas possible de venir dans notre pays, ici. Qu'on a une responsabilité. Que oui, on a face à nous un gouvernement de salopards. Que oui, on a face à nous des bourgeois, une extrême droite qui monte et haute. Mais on est plus fort qu'eux, les camarades. Nous sommes 1000 fois, 1 million de fois plus forts qu'eux. Et je veux avoir ce message pour vous aujourd'hui. Parce que vous êtes toutes et tous venus ici, non pas, comme je l'ai dit l'an dernier, pour prendre des photos du Mont Blanc. Le but, c'est pas de se souvenir du Mont Blanc et de la vue le matin. On n'a pas fait cette université d'été, les camarades, pour ça. Pour que vous ayez des selfies et des bons souvenirs. Et quelques kilos en moins peut-être avec les montées au chalet, à la cantine. Ou pour aller aux toilettes pour les camarades qui campent à l'extérieur. C'est pas pour ça, les camarades, qu'on a fait ça. On est heureux que le lieu soit beau, on est heureux d'être dans un cadre privilégié, mais on n'a pas fait ces choses-là pour ça. Et vous êtes toutes et tous venus ici, je pense, non pas uniquement pour ce cadre-là, non pas uniquement pour apprendre quelque chose dans des topos. Je pense que vous êtes venus chercher des réponses à des questions que vous vous posez. Ce meeting, on l'appelle meeting de la rentrée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que moi je vais faire en tant qu'individu demain pour cette rentrée 2023? Est-ce que je vais m'engager ou non? Face à tout ce que j'ai entendu, face à tout ce que je vois déjà bien avant ce que j'ai pu entendre et vu dans cette université d'été. Et je veux avoir ce discours-là, les camarades, avec vous, parce que je pense qu'il n'y a pas de démoralisation dans cette salle. Il y a même, je suis agréablement surpris parce qu'hier, il y a un camarade qui m'a dit, hier soir, il m'a dit, putain, je suis bien ici. C'est vrai qu'on se sent bien, les camarades. On se sent bien, on se dit, waouh, on apprend des choses, on discute avec des gens intéressants, on rencontre des belles personnes, on est dans un endroit safe où on est entre nous, je veux dire, il n'y a personne qui te juge, qui te regarde. Et on se sent bien. Et on est heureux si cet endroit vous plaît, cette université d'été vous donne envie de vous sentir bien. Mais Révolution permanente, les camarades, ça ne s'arrête pas le 29 août prochain. Et ces réponses que vous vous posez, on a envie que cette université d'été, elle serve au moins, soit tout ou partie, mais à répondre à ces questions-là que vous vous posez. Mais les camarades, comme je le dis et je le répète, pour être conséquents avec vous-même. On ne construit pas une organisation, nous, pour savoir si on est les plus beaux ou pas. On a envie de construire cette organisation parce qu'on en a marre de cette barbarie du système capitaliste, de voir des gens qui crèvent dans le Sahara, dans la Méditerranée, de voir des gens qui perdent leur emploi, des femmes précaires qui doivent gérer 3, 4 gamins, qui n'arrivent même pas à s'en sortir.
des femmes qui vivent des violences sexistes, sexuelles, économiques au quotidien, des personnes trans qui se font défoncer dans les rues. On n'a pas envie de vivre dans cette société-là. On n'a pas le choix pour l'instant, malheureusement. Mais c'est parce que justement, on n'a pas le choix qu'on essaie de s'organiser et de se battre. Et les camarades, je l'ai dit, c'est une fierté cette université d'été. Parce que notre organisation politique, vous savez, elle a été fondée au mois de décembre. On était avant au NPA, on a été exclus du NPA, on a mené une campagne présidentielle et on a fait un congrès de fondation en décembre dernier. On est une petite organisation, mais on est fiers que cette organisation, elle puisse participer à donner un nouveau visage à l'extrême gauche française. Elle puisse donner envie aux gens de s'organiser, de se battre. Elle puisse sortir du routinisme, du scepticisme, du fait qu'on ne peut pas se battre, qu'il ne se passe jamais rien dans ce pays. Demandez aux camarades de Corée du Sud s'il ne se passe rien en France. Mais ils vont nous prendre pour des dingues. Si on leur dit, on trouve qu'il n'y a pas assez de grève, ça se bat pas assez. Rien qu'entre la dernière UDT et cette UDT-là, il y a je ne sais même pas combien de mouvements qui ont démarré. Et on a des gens à l'extérieur, des partis politiques notamment, qui profitent aussi de ça, qui veulent que vous soyez démoralisés, qui veulent que vous attaquiez la rentrée, le moral dans les chaussettes, à pas savoir quoi faire. À discuter avec des gens qui disent « Moi j'espère que je vais me barrer au Québec, j'espère que je vais pas me barrer à Amsterdam, j'espère que je vais pouvoir partir à Dubaï, j'espère que je vais pouvoir changer de vie, parce qu'il n'y a rien pour nous ici. » Et nous, on considère que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. On n'est pas là pour dire « T'as pas le droit de voyager ou voyage pas ». Les camarades qui veulent avoir d'autres expériences, d'autres vies, mais on considère que la pourriture qu'est le capitalisme, elle est à travers le monde tout entier. Et que même si je vais vivre à Dubaï, ça n'empêchera pas le migrant de crever dans la Méditerranée. Que même si je vais vivre au Québec, ça n'empêchera pas les grands groupes pétroliers de saccager des villages entiers en Ouganda. Ça n'empêchera pas l'État d'apartheid qui est l'État d'Israël de massacrer des populations, de virer des gens de leur logement. Ça ne changera rien à tout ça. Et nous, on a envie que vous soyez conséquents, les camarades, avec vous-même. Si vous êtes inquiets avec la crise climatique, et je vous dis, je vous jure, hein, vous ne connaissez rien de la crise climatique. J'ai fait 600 km, sur chaque panneau d'autoroute, il y avait écrit « Pensez à vous réhydrater, pensez à boire, pensez à vous mettre au frais, etc. » Et je regardais, il faisait 33 degrés. Les camarades, on a eu des tempêtes de sable au Maroc. Vous dormez à 3 h du matin, il fait 47 degrés. Prenez un séchoir et mettez-le devant votre face toute la journée. Toute la journée. J'ai croisé des gens à Agadir. Un monsieur il m'a dit, depuis 1964, je suis à Agadir, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis allé à un moment donné, j'avais envie de pleurer, j'ai oublié parce que je me suis dit, merde, j'ai même pas fait de photos. On est allé dans une vallée où il y avait des lacs et autres. Et on est parti, nous, normal, avec ma famille. On a fait 17 km de virage, ça a duré 1h30. Mais on est parti comme si on savait qu'on allait nager dans un lac. Et les camarades, on a fait 17 km, on est arrivé, la sécheresse. Il n'y a pas une goutte d'eau. Et il y avait un monsieur qui était à côté, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un barrage, quelque chose? Il m'a dit, non mon fils, il me dit, il n'y a pas eu de pluie depuis 4 ans. Vous ne connaissez rien de la sécheresse, les amis, vous ne connaissez rien de la crise climatique. Je le dis, je ne sais pas pour vous attaquer, mais je le dis je le dis simplement dans le sens de, on n'a pas idée. Peut-être c'est une meilleure formule, mais on n'a pas idée de ce qu'est réellement la crise climatique, ce qu'est réellement la sécheresse. Et si on est conséquent avec ça, c'est pas en allant voter pour Europe Écologie Les Verts, qui sont même pas capables d'assumer l'avenue de Médine. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Total? Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Areva? Contre la bourgeoisie internationale?
contre les princes émiratis qui détruisent des îles en Malaisie pour récupérer le sable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont même pas capables de résister à 2-3 éditorialistes de BFM TV et quelques tweets sur la fachosphère. Ils vont faire quoi pour la crise climatique? Ils sont même pas capables d'assumer un invité. Contre toutes ces politiques-là, de gens qui tergiversent, que quand il y en a elle qui se mange une balle dans le thorax à 8h du matin, la réponse que d'autres apportent, c'est que le commandement de la police, il n'est pas bon, qu'il faudrait ajouter 10 000 policiers, comme le dit la France Insoumise dans son programme. C'est dans son programme, les camarades. Nous, quand on arrive en manifestation, on voit des cordons de CRS, on se dit « Waouh, il y a plus de flics que d'êtres humains dans ce pays ». Et eux, ils disent c'est pas suffisant, faut en ajouter 10 000. Et que le problème, c'est que cette police, elle n'est pas républicaine. Mais quelle police a été républicaine? C'est quoi la police républicaine? C'est celle qui a noyé les Algériens dans la Seine? C'est celle qui est partie chercher des Juifs pour les ramener et les rafler? C'est celle qui tue les gens dans les quartiers populaires? Quelle est cette police républicaine qui chérissent? Quelle est cette France impérialiste qui chérissent, dont ils sont fiers qu'elle soit sur les 5 continents? Que la France, elle a, les amis, une frontière terrestre. Une frontière terrestre avec le Brésil. Vous imaginez, vous? Il y a Rennes et Sao Paulo. On est dans le monde entier. Et les mecs, ils kiffent. C'est ça pour eux, la France. On est partout. Et même quand les gens se battent pour nous sortir et nous dégager, on n'est pas content. Parce que c'est la France qui est attaquée, qui est blessée. Et ben nous, c'est les camarades, comme l'ont dit avant moi, Elsa, on est contre cette France impérialiste. Mais on est debout contre cette gauche institutionnelle qui vend du rêve, qui blablate au quotidien et qui vous dit « Soyez démoralisés, fermez-la, Macron est trop fort, c'est un cynique dans sa tour d'ivoire. Restez chez vous. Mais votez pour moi la prochaine fois, et peut-être que je vais retirer la réforme de ceci, et peut-être que je vais faire cela. » Et nous, on considère, les camarades, comme l'a dit Salva tout à l'heure, que la classe ouvrière internationale, elle est forte, elle est créative. Qu'ici en France, à peu près 1000 raffineurs, ils ont fait tomber le pays en 3 semaines. Ils t'ont expliqué à toi le bourgeois, toi le milliardaire, toi Pouyanné. Tu peux être qui tu veux, avec tous tes milliards, tu n'es qu'un voleur. Parce que comme moi je le dis, quand le travailleur il se réveille pas le matin, il n'est pas dans l'usine, il n'ouvre pas les vannes, tu peux être milliardaire de ce que tu veux, tu vaux rien du tout. Et c'est ça la force des travailleurs. C'est lorsque les travailleurs ils se mettent en route. C'est lorsque des milliers, des millions de travailleuses, travailleurs sont conscients de leur capacité à pouvoir défoncer le système capitaliste. Regardez comment ils ont peur quand il y a des grèves, des mobilisations. Pourquoi tout l'appareil médiatique qui se met au service? C'est pas le fait du hasard qu'il y ait des Bolloré, des Drahi et autres qui ont des médias. Ils n'y gagnent rien. Je vous assure, ils gagnent pas grand-chose, voire c'est même à perte les médias. Mais idéologiquement, pour toute leur classe, c'est primordial de pouvoir avoir la domination de la pensée, de pouvoir dire que l'autre c'est un salopard de la CGT qui prend en otage la petite travailleuse. Que dans les quartiers populaires, il n'y a que des pilleurs. Que toute l'année, on formate les esprits. Certains, j'ai entendu, ils disent ouais, les quartiers au final, ils n'ont pas été vraiment soutenus, etc. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y en a même un, une fois, il m'a dit ouais, tout ça pour des paquets de chips et des canettes. Parfois même, nous, on se détruit nous-mêmes. Quand il y a des gens qui décident de se soulever, de se révolter. Mais comment ils peuvent être soutenus? Toute l'année, tous les jours, sur toutes les chaînes de la TNT, on domestique les esprits pour leur dire que les Noirs et les Arabes de quartier populaire, c'est que de la vermine. Ce sont que des nuisibles, que des voleurs, que de la racaille. Comment on veut que ces personnes-là, ils puissent avoir le moindre soutien dans la population si toute l'année on les fracasse? Et que même quand ils se révoltent, on les empêche de pouvoir s'exprimer dans les médias, qu'on les traque sur les réseaux sociaux. Comment on peut faire tout ça? Et on voit que cette classe sociale, elle est coordonnée, elle est organisée. Mais elle n'est pas insurmontable, elle n'est pas inéluctable.
Il y a eu des processus révolutionnaires, il y a eu des processus insurrectionnels. Et on vit dans un pays qui, depuis 2016, connaît une vague et une succession de luttes de classe sans précédent, les camarades. Et on a vécu une phase de lutte de classe sans précédent, les camarades. Des 2 millions, 3 millions même, ça nous faisait même plus rien. Quand on disait 3 millions, c'était rien du tout. Oh, on est 3 millions. Le premier jour, on était 2 millions. Les camarades, la plus grosse journée de 1995, 95, hein, la grande grève de 95. La plus forte journée, c'était 2 millions de personnes. Et bien en 2023, dès la première journée, il y en avait déjà 2 millions. Ça montre nos capacités à pouvoir nous mobiliser, lutter, nos capacités révolutionnaires. Et je terminerai là-dessus, les camarades, parce que j'ai fait peut-être un peu long. C'est pas grave. Il n'y a plus d'eau. Merci bien. C'est que vous ressortiez de ce meeting, de cette université d'été, avec un moral révolutionnaire et une rage révolutionnaire. Que l'autoritarisme, on peut y répondre si on fait bloc et si on construit ensemble et si on s'organise ensemble. Que la montée de l'extrême droite, on peut faire bloc et faire face si on s'organise et on construit ensemble. C'est comme ça qu'on veut que vous ressortiez de cette université d'été. Pas avec la démoralisation et en attendant 2027, je ne sais qui, je ne sais quoi, et en se disant merde, au final, on a perdu encore 5, 10, 15, 20 ans. C'est aujourd'hui, les camarades, que les grands défis vont venir. L'inflation augmente, l'austérité arrive, il va y avoir des attaques encore sans précédent sur les services publics, la sécurité sociale et autres. On va devoir se battre, qu'on le veuille ou non. Si tu ne veux pas te battre, c'est pas grave, tu partiras à 64 ans quand même. Si tu ne veux pas te battre, ce n'est pas grave, le montant de l'électricité, il va augmenter. Et la seule manière avec laquelle il va falloir répondre à tout ça, c'est en s'organisant et en luttant ensemble. Et juste pour vous dire que demain, il y a un meeting central sur la question du parti et sur pourquoi il faut s'organiser dans un parti. Les amis, c'est une non-assistance à personne en danger pour nous que de considérer que c'est rien de ne pas s'organiser. C'est pas grave, fais ta vie. C'est bien, au moins tu es solidaire, au moins tu as un petit peu de gauche. Non, nous on considère que face à tout ce qui est en train de se passer, oui, il y a urgence et il y a nécessité de s'organiser. Je disais tout à l'heure dans le débat avec Bégodeau, j'avais fait une petite intervention où je disais fraternellement une phrase magnifique de Marx et qui caractérise aussi je sais pas comment dire, mais ce côté taquin que pouvait avoir aussi Marx pour essayer de piquer. Il disait notamment aux intellectuels qu'ils ont suffisamment contemplé le monde et qu'il faudrait dorénavant penser à le changer. Et je lui disais, pourquoi les intellectuels, c'est très bien qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent, qu'ils écrivent, etc. Mais pourquoi les intellectuels de notre camp social, ceux qui sont contre l'exploitation et toutes les formes d'oppression, pourquoi ils restent toujours à bonne distance de cet éléphant au milieu de la pièce, à savoir la question du parti et de comment on s'organise? Si on est contre le système capitaliste, si on est contre tout ça, il faut qu'on dise aux gens, il faut vous organiser, il faut militer, il faut se défendre. Et demain, il y a un grand meeting sur une table ronde, une grande table ronde sur la question du parti. Et voilà les camarades, moi j'espère que comme Sacha Yaropolskaya, l'année prochaine, vous soyez militantes et militants à part entière de Révolution Permanente. J'espère que vous rentrerez dans cette organisation. Fracassez les portes, ouvrez les portes en grand de Révolution Permanente. Venez poser toutes les questions que vous avez, essayez de chercher toutes les réponses que vous avez, dont vous avez besoin. Mais les camarades, de grâce, face à la barbarie du système capitaliste, il faut lui imposer d'urgence la seule solution révolutionnaire, celle du communisme, celle du socialisme, les camarades. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Comme il est un peu tard et qu'on a tous envie d'aller manger, on propose de faire la photo pour Georges Ibrahim Abdallah demain soir à la fin du plénier partidaire. Et avant de partir, comme c'est la tradition dans tous nos meetings, je vous propose de chanter l'Internationale. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison.